Aujourd'hui à l'émission. La dyslexie, un problème qui peut sembler mineur à bien des gens, mais qui peut vraiment gâcher la vie de ceux qui en sont atteints. La ménopause et ses bouffées de chaleur. Comment les soulager? Enfin, le portrait de Marie Turcotte qui se bat pour les personnes handicapées. Une femme forte malgré les apparences. Bienvenue à l'émission. On a reçu un courriel d'une téléspectatrice qui s'inquiète de cette nouvelle parue il y a quelques jours, Georges, qui disait que la prise de vitamine E, de vitamine A ou de bêta-carotène en supplément pouvait être mortelle. Puis évidemment, elle s'inquiète. La première chose que j'ai envie de te demander, c'est pourquoi on prendrait de la vitamine A ou de la vitamine E en supplément? Bien, écoute, Marie-Hélène, on a tous appris à la petite école que la vitamine A, c'était bon pour les yeux, puis la vitamine C pour les os, et ainsi de suite. Mais dans ce cas-ci, ce dont on parle, c'est de la prise de vitamine A, E, C ou même de sélénium comme antioxydants. Les antioxydants sont à la mode. On nous dit qu'ils peuvent prévenir des maladies comme le cancer, par exemple. Mais là, on rattache le mot mortel à la prise de ces suppléments. Évidemment, ça inquiète beaucoup les gens. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? Bien, écoute, ça, je trouve que ça illustre très bien le problème qu'on peut avoir avec la vulgarisation. On résume dans cette nouvelle un article extrêmement dense qui a été publié dans une revue sérieuse qui s'appelle JAMA, en quelques lignes, et en plus, qui ne tire pas nécessairement les conclusions qu'on nous dit. Bon, l'étude en question, elle dit quoi exactement? Bien, pour commencer, il ne s'agit pas vraiment d'une étude, il s'agit d'une méta-analyse. Quand on fait une méta-analyse, des gens se mettent ensemble et rassemblent des études qui ont déjà été publiées sur un sujet quelconque, dans ce cas-ci, la prise de suppléments d'antioxydants, pour voir si, en mettant ces études-là ensemble, ils ne peuvent pas en tirer des conclusions plus valables que chacune des études prises séparément. Or, c'est un processus qui est extrêmement complexe. J'imagine qu'on ne s'est pas compliqué la vie pour rien, là. Ils doivent arriver à des conclusions assez importantes. Ils arrivent à des conclusions, mais ils sont prudents et honnêtes et ils sont les premiers à nous dire que leurs conclusions, il faut les prendre avec des pincettes. Conclusion numéro 1, la prise d'antioxydants, que ce soit de façon préventive ou curative, n'a probablement aucun effet bénéfique. Et leur conclusion numéro 2, c'est que ça pourrait même peut-être, mais encore là, le peut-être est énorme, avoir des effets nocifs. Et c'est important de mentionner que ça portait uniquement sur les suppléments et non pas sur les aliments. Effectivement, et ça, les auteurs le mentionnent. On ne parle pas ici de fruits et légumes, là. Est-ce qu'on doit, Georges, arrêter d'en prendre s'il y a le mot mortel de rattacher à la nouvelle? Bien, écoute, c'est quand même pas de la mort au rat, là, mais si on part du principe que ça n'a probablement aucun effet bénéfique, pourquoi en prendre? Alors on arrête? On arrête. La plupart des parents savent ce que ça prend de patience pour passer soir après soir à travers les devoirs. Et quand on a à la maison un enfant qui a des difficultés à l'école, on le sait encore plus. Pour les enfants dyslexiques et leurs parents, il faut persévérer jour après jour, année après année, et malgré cela, il y a des problèmes qui ne disparaîtront jamais. La dyslexie est perçue par la plupart des gens comme un problème, somme toute, assez banal de lecture et d'écriture. On pense, à tort, qu'il s'agit tout simplement d'un problème mineur d'inversion de lettres et de chiffres, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les enfants dyslexiques passent souvent pour des paresseux, des entêtés ou même des sous-doués parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre à lire, alors qu'ils sont en fait aux prises avec un problème neurologique. Nous avons rencontré France Poulain et son fils Philippe, 12 ans. Vous allez voir qu'être dyslexique, ce n'est pas de tout repos. Est-ce qu'on peut commencer par l'autre de la page? Ah, S'il te plaît. le texte s'assure d'insérer des mots ou des groupes de mots appelés suspicieux. OK, on recommence. Virgule. Ah oui, virgule. Appelés substituts. Oui. J'ai un petit peu de difficulté en maths. J'ai beaucoup de difficultés en français à lire, à écrire, à pas faire de fautes quand j'écris. Quand est-ce que tu as su que tu étais dyslexique? Vers l'âge de 7 ou 8 ans, j'étais en train de lire avec ma mère. C'est là où est-ce qu'on a su où est-ce que j'étais dyslexique. Des groupes de mots. Au départ, on n'a pas consulté pour un diagnostic de dyslexie. Ce qui est arrivé, c'est que dès la première année, on nous a dit, bon, Philippe est plus dans sa bulle, Philippe est un enfant solitaire, Philippe est bon, et ci et ça, mais les notes étaient bonnes. Donc, à ce moment-là, tu portes moins attention parce qu'au niveau performance de l'école, ça allait bien. Au niveau des travaux, on travaillait peut-être un peu plus fort que la moyenne des autres enfants, mais comme c'est une école qui était très exigeante au niveau académique, pour nous, ça allait de soi. Donc, la première année, c'est
difficilement passé au niveau de l'approche avec le professeur. Deuxième année, elle était une excellente. Philippe a eu de très bonnes notes. Le professeur est extrêmement scientifique et Philippe a de la facilité en sciences, donc ça allait très bien. Troisième année, quatrième année, encore là, ça s'est très bien passé. On sentait, effectivement, de la difficulté au niveau de l'orthographe. Mais le feedback que j'avais des professeurs, c'était Philippe est plus dans son monde, mais c'est à peu près tout. Et là, quand j'ai vu la façon qu'il lisait, ça allumait une cloche. Je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas. Il y avait des inversions de mots, des inversions de lettres, ce que j'appelle de l'anticipation, c'est-à-dire qu'il lit le début du mot et il devine le reste. Étant dyslexique moi-même, j'ai tout de suite compris que c'était ça. Mais jamais à l'école, il n'y a personne qui nous a manifesté cette possibilité-là. Dès la maternelle, les petits-enfants apprennent à reconnaître leurs lettres. Et ils sont capables de différencier un B puis un D. Mais un enfant qui est dyslexique, ça prend énormément de temps avant qu'il encode, avant qu'il mémorise cette distinction. Puis il peut avoir aussi des difficultés à mémoriser des lettres qui se ressemblent auditivement. Donc un T et un D, ça ne se ressemble pas visuellement, mais ça a presque le même son. Un C et un G dans le son que et gue. Donc, toutes ces confusions sonores arrive très fréquemment chez l'enfant dyslexique, même s'il n'a pas de trouble auditif ou de trouble d'audition centrale. Allez lire Dostoïevski quand on est dyslexique, c'est pas possible. Il y a comme un flou, donc dans la perception du langage et en particulier dans la capacité à analyser la structure des mots. Et on découvre de plus en plus que chez les sujets dyslexiques, le circuit entre les lobes occipitaux et les lobes temporaux s'installe pas bien. Donc, c'est comme court-circuité, de telle sorte que lorsqu'il voit un mot, l'image du mot ne se fait pas et l'image sonore du mot ne se produit pas. C'est une très grande difficulté à apprendre à lire, à écrire, sans raison apparente. C'est des enfants qui ont eu une évolution normale de 0 jusqu'à l'âge scolaire, puis tout d'un coup arrivent en première année, commencent à essayer d'apprendre à lire, à écrire, et ça ne s'apprend pas facilement. On cherche l'origine du problème et finalement, on peut arriver avec les années à faire une hypothèse de dyslexie. Il y a des manifestations différentes, puis il y a des degrés de sévérité. Alors, il y a ceux qui apprendront jamais à lire et à écrire. Il y en a d'autres qui, avec la rééducation, vont réussir à lire, je dirais peut-être pas couramment à la vitesse habituelle, mais suffisamment pour pouvoir faire une scolarité normale, mais en prenant beaucoup plus de temps au niveau de ses études. Oui. Phrase. Comment il prend ça, Philippe, sa condition et le fait qu'il soit un peu différent des autres? Pas très bien. C'est très difficile au niveau de l'acceptation des autres. On pense que, la dyslexie, c'est ça, c'est un trouble de lecture, ça finit là. Ça a des répercussions sur beaucoup de choses, ça a des répercussions sur l'organisation. Donc, c'est clair qu'il faut qu'il accepte qu'il est un enfant différent. Lui, à la limite, je pense qu'il pourrait l'accepter si il accepte. Le regard des autres est très, très difficile. Les professeurs sont pas nécessairement très à l'écoute de ces difficultés, de la difficulté émotive que ça engendre. Ils sont peu compréhensifs. Puis, s'adapter, ça demande un effort. Et c'est sûr que cet effort-là, ils sont pas tous prêts à le faire. Je dis pas que c'est pas tout le monde là, qui est pas prêt à le faire, mais en tout cas, nous, ce qu'on a vécu à date, c'est pas très positif. Ces enfants-là, ce que je trouve le pire, c'est ce qu'ils doivent apprendre à vivre avec, c'est le rejet. Et c'est le rejet des pères, et c'est le rejet des écoles. Philippe est à sa 4e école où on dit qu'on veut pas de lui. Pourtant, c'est un enfant brillant, c'est un enfant qui n'a pas de trouble de comportement, c'est un enfant qui est extrêmement tenace, qui est capable de faire ses devoirs pendant 3 heures en ligne sans dire un mot, puis s'installe tout seul et il les fait. On les vérifie ensemble, on travaille beaucoup ensemble, mais j'ai pas besoin de dire « Philippe, fais tes devoirs ». Donc, ce trouble-là a développé chez lui une ténacité assez incroyable, une discipline de faire. Mais il reste que le rejet est très, très difficile. Au point de vue psycho-affectif, ils sont parfois extrêmement en détresse parce qu'ils vivent des choses terribles. Ils vivent les reproches des professeurs, ils vivent la rigolade des autres. Quand ils doivent lire à haute voix, on dit « mais enfin ça n'a pas de sens, comment tu lis ?» Ils vivent également la risée des autres quand ils écrivent au tableau. Ils ne sont pas capables d'écrire en faisant les accords.
C'est un handicap variable selon plusieurs facteurs. Comment la famille réagit à ça. Si pour lui, rentrer à la maison, avoir des mauvaises notes, c'est très grave, cet enfant-là peut être très handicapé parce qu'il n'est plus aimé, il n'est plus valorisé dans sa famille. Alors, la notion de handicap, c'est variable. Hein? Il y a plusieurs causes. Est-ce qu'il est bien entouré par l'école? Est-ce qu'il est bien perçu? Est-ce qu'il y a des mesures d'appoint qui sont données? Je me suis rendu compte d'une petite différence quand j'ai commencé vraiment à fréquenter l'école, c'est-à-dire en première année. Les gros zéros rouges sur mes dictées à répétition me donnaient un signe qu'il y avait quelque chose qui clochait, ou mon incapacité à jouer au bonhomme pendu était aussi un signe. Mais le problème n'a pas été diagnostiqué avant que j'arrive ici, en fait, à l'École des petits chanteurs, où j'ai passé le 2e cycle du primaire, où là, j'ai vraiment été voir une orthopédagogue qui m'a fait une batterie de tests puis qui a finalement conclu que je souffrais de dyslexie. Mais disons que le fait que j'ai été admis ici, ça a été un travail très fort de ma mère qui a fait valoir mes talents, mon intérêt pour la musique en particulier. Puis comme ici, la vocation première de l'école, c'est de faire de la musique, ça jouait beaucoup dans la balance, là. Mais j'ai souffert de ça, de mon problème d'écriture ici, justement parce qu'il y avait tellement d'autres choses qui étaient valorisées que les critères scolaires dans lesquels j'étais capable de performer, là. Mais sauf pour la partie écrite où là, c'était plus difficile. Le diagnostic, quand j'ai pu mettre un nom sur ce problème-là, quand j'ai pu me l'expliquer à moi, puis que j'ai pu commencer avec mes parents à l'expliquer aux autres, est venu seulement en 3e, 4e année, donc vers l'âge de 8-9 ans à peu près. Le diagnostic de dyslexie m'a aidé, oui, mais il m'a aidé dans la mesure où, pour moi, c'était quelque chose de rassurant. Mais pour les gens, ça veut absolument rien dire, ça. Pour les directions d'école, ça veut rien dire. C'est pas un problème qu'ils connaissent ou c'est pas un problème qu'ils reconnaissent. Donc, qu'on soit dyslexique, pour eux, ils mettent ça dans tous les autres troubles d'apprentissage. Et c'est vrai que c'est un parmi tant d'autres, mais on pourrait dire ils voient ça comme un retard mental ou une nouvelle façon de qualifier un retard intellectuel qui, là, serait spécifiquement associé à un élément, mais il y a beaucoup d'ignorance. Donc, d'avoir le diagnostic, c'est très important pour l'enfant parce que là, ça lui permet... Les parents aussi, ils peuvent se renseigner puis ils découvrent eux-mêmes ce que c'est véritablement. C'est par différents tests de lecture qu'on peut voir comment il lit son texte, comment il comprend son texte, par des tests d'écriture aussi, quel type d'erreur qu'il fait. Est-ce que c'est une erreur parce qu'il est en retard dans un apprentissage par rapport à une erreur qui est tout à fait atypique et que les enfants ne font pas de façon habituelle. Alors, en cumulant plusieurs atypies dans le développement, dans l'apprentissage du langage écrit, on peut penser qu'on pourrait être dans un trouble du langage écrit et par la suite, est-ce qu'on serait dans un trouble plus spécifique du langage écrit qui serait une dyslexie? J'ai demandé à son pédiatre qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors, on est allé en neuropsy et on a fait évaluer effectivement dyslexie, maturité, quotient intellectuel. On a fait la panoplie des tests là, pendant des mois pour voir exactement qu'est-ce qu'il en était. Parce que je voulais avoir le portrait global des troubles qu'il pouvait avoir. Parce que la dyslexie, ça vient pas de ça. Alors là, on a su effectivement qu'il y avait une dyslexie avec le rapport de la neuropsy. Comment vous entrevoyez l'avenir de Philippe? Moi, je pense qu'il va s'en sortir parce qu'on est là pour l'appuyer. Mais si je me fie au système scolaire, si je me fie à ce qu'on leur apporte, les chances qu'on leur donne et la foi qu'on leur donne en eux, il réussira pas. Et qu'est-ce qu'il va devenir, je sais pas. Moi, je le vis au jour le jour, je l'encourage, je vais tout y donner pour qu'il réussisse. Mais tous les jours, je me fais dire qu'il réussira pas. C'est incroyable ce que ça prend de courage et de ténacité à ces familles-là pour faire en sorte que leur enfant réussisse. Et on peut penser aussi qu'énormément d'enfants, pour différentes raisons, ne seront jamais diagnostiqués et qu'on va croire à tort qu'ils n'ont aucune chance de réussir. Après la pause, la suite de ce reportage. On a beaucoup de difficultés à évaluer de façon exacte le nombre de personnes qui seraient atteintes de dyslexie. Pourquoi?
parce qu'on la confond souvent avec d'autres problèmes d'apprentissage. Mais on croit que ça pourrait toucher 20 de la population, ce qui voudrait dire un enfant sur 5, c'est beaucoup. La plupart des spécialistes s'entendent pour dire que plus il est dépisté tôt, même dès la maternelle, plus les chances de s'en sortir de l'enfant sont grandes. En fait, un enfant dépisté après l'âge de 10 ans aura toujours, semble-t-il, des problèmes de lecture et d'écriture. Et malgré le fait qu'on sache tout cela aujourd'hui, la majorité des enfants ne seront pas dépistés jeunes et vont traîner leurs problèmes longtemps. On sait, par exemple, que les jeunes avec des troubles d'apprentissage sont surreprésentés chez les décrocheurs. Ils vont fréquemment vivre des problèmes d'estime de soi et même parfois attenter à leur jour, comme l'ont démontré récemment certaines études américaines. Et pourtant, on sait qu'avec le soutien nécessaire, ils peuvent réussir. Moi, je considère mon parcours comme un parcours tout à fait correct pour un dyslexique. Le problème, c'est que tous ceux que je rencontre, ou la plupart des dyslexiques que je rencontre, n'ont jamais eu la chance que j'ai eue. Moi, j'ai réussi à le faire. La preuve, c'est que je ne me suis pas écœuré de l'école, j'ai poursuivi. Je viens de terminer ma maîtrise, c'est donc que j'appréciais la chose. Mais tout ça a été possible parce qu'on a fait des efforts et ainsi de suite. Puis parce que mes parents avaient de l'argent aussi. Les cours à l'orthopédagogue, c'est 50 $ par semaine. Puis quand on en suit pendant 30 semaines par année, je peux vous dire, ça fait beaucoup d'argent. Puis ça, sur une période de 10 ans, qui c'est pas déductible d'impôt. On se rend compte que c'est pas à la portée de tout le monde. Il y en a qui peuvent même pas se rendre là. On peut prévoir qu'un enfant a des risques de dyslexie dès la prématernelle. Et ça, c'est quand même très, très important, surtout que ça a une composante génétique. Donc, si l'un des deux parents a vécu de graves difficultés dans l'apprentissage de la lecture quand il était jeune, il faut qu'il soit doublement attentif au fait que son petit, à l'âge de 4 ans, a encore de la difficulté, mélange ses mots, pas capable de dire pyjama correctement, donc, et pas capable de découper les mots en morceaux. Avez-vous demandé des services à l'école? Bon, c'est sûr qu'au niveau de l'école privée, il n'y a pas de service. Au niveau de l'école publique, ils sont supposés vous fournir un protocole qui est supposé aider l'enfant. Moi, j'ai pas eu une bonne expérience avec ça. Tous les professeurs ont refusé de s'adapter à la condition de Philippe. On avait beau envoyer des lettres demandant de ne pas compter les fautes d'orthographe, par exemple, dans un examen où ils ont une composition à faire, ça n'a jamais été respecté. Je suis convaincue qu'on n'a pas suffisamment de services pour aider plusieurs enfants, puis qu'effectivement, il y en a qui se découragent et puis qui ne peuvent pas continuer, qui vont se mettre à détester l'école et qui ne pourront pas continuer leur classe, c'est sûr, par manque de soutien, par baisse de l'estime de soi. C'est évident qu'on n'a pas assez de services et je pense que les parents sont très conscients de ça. C'est pas un peu scandaleux? C'est difficile à accepter. Pour les parents et pour les enfants? Oui. C'est des enfants qui apprennent extrêmement bien, mais d'une façon différente. C'est pas vrai qu'ils apprennent pas. C'est loin de ça. Philippe a une culture générale super impressionnante, sauf qu'il apprend d'une façon différente. C'est tout. C'est pas sorcier. Il apprend, il est en secondaire 1, il a 12 ans, comme n'importe quel autre enfant. Beaucoup d'enfants dyslexiques sont d'intelligence vive et supérieure. Mais ça va généralement se traduire par des quotients à l'échelle non verbale plus élevés. Donc, ils ont souvent des habiletés visuospatiales remarquables. Et donc, ce sont souvent, quand ils arrivent à passer à travers leurs années de scolarité, c'est des jeunes qu'on va retrouver dans les écoles polytechniques, dans les écoles d'architecture, dans les écoles de musique, dans les arts plastiques, etc. Donc, tous ces domaines où le langage est beaucoup moins impliqué. Je me souviens, ma mère m'a toujours dit que, elle disait à un professeur, mais il est intelligent. Puis elle disait, oui, tous les parents pensent que leurs enfants sont intelligents, mais le fait est que c'est souvent dénigré, cette connaissance intime que les parents ont de leurs enfants. Puis je pense que ma mère ou mon père en ont jamais douté. Donc, ils m'ont toujours, dès le début, accompagné dans ces difficultés-là. Et c'est pour ça qu'ils ont cherché à avoir un diagnostic. Il n'y a personne qui nous force à avoir un diagnostic. Il n'y a pas de dépistage automatique. Il faut que ça soit l'initiative de quelqu'un, puis il faut que ce soit quelqu'un qui cherche une réponse. Il n'y a
pas de manuel du dyslexique, il n'y a pas de modus operandi établi là, pour gérer ça. Donc, les mesures d'accommodement dont j'ai bénéficié, c'était durant les examens. Il a fallu avoir des périodes de temps prolongées. Là, je parle des examens de français en particulier, d'avoir l'examen dans un lieu séparé du groupe, justement pour pas que les mesures, le temps prolongé, deviennent une espèce d'élément de jugement. Mais au quotidien, sinon, c'était de la négociation avec tous les professeurs, sur une base individuelle. Des fois, c'est des accommodements d'individus. Alors, on va demander de l'orthopédagogie, qui sont des professionnels qui sont spécialisés en adaptation scolaire pour les troubles du langage écrit aussi et pour les difficultés d'apprentissage. Alors, ça peut être un orthopédagogue, ça peut être des services d'orthophonie et d'orthopédagogie. Ça, c'est des mesures individuelles. Les autres mesures, c'est l'adaptation des examens. Entre autres, c'est des enfants, comme je disais, qui apprennent à lire beaucoup plus lentement. Ceux qui ont appris à lire, mais qu'il faut un peu plus de temps, bien là, peut-être qu'on lui donnera plus de temps pour faire son examen. On va inviter, par exemple, le professeur à évaluer oralement l'enfant aussi souvent que c'est possible. D'accord? Donc, pour vérifier que l'enfant a bien mémorisé sa matière, on lui pose des questions, mais on ne l'oblige pas à répondre par écrit. Donc, on peut éventuellement, même quand l'enfant est plus grand, lui faire enregistrer son magnétophone. Ce qu'ils nous proposent comme service de réadaptation à l'école, c'est de faire des périodes de récupération sur l'heure du midi et passer 4 heures. Nous, on a décidé aussi de le faire suivre en privé. C'est quelqu'un qui le suit depuis déjà 3 ans. Il y a des jours où il va rencontrer son orthopédagogue une fois par semaine à 6h30 le matin. Donc, il va à 6h30 jusqu'à 8h moins quart avec son orthopédagogue privé. Après ça, il s'en va à l'école. Il faudrait qu'en plus, ces journées-là, il fasse la récupération sur l'heure du midi avec toute la classe en même temps. Moi, je veux bien là, donner tout ce qu'il peut, mais je ne vais pas non plus l'écœurer à vie. Est-ce que tu es capable d'identifier ton sujet maintenant, ton groupe du non-sujet? Une nombreuse connaissance de ses étudiants. L'orthopédagogue va rééduquer l'enfant, donc va travailler les processus en lecture et en écriture qui n'ont pas été développés, qui sont dysfonctionnels finalement. Je vais aller travailler habituellement les traitements alphabétiques qu'on appelle, donc les sons, les lettres, comment couper le mot, parce que souvent au niveau de l'écriture, l'enfant va éprouver de la difficulté à couper son mot, ce qui va faire en sorte qu'il va oublier des lettres. Les mots vont être attachés aussi ensemble. Donc on va vraiment travailler au niveau de l'enfant selon sa difficulté et puis on va s'adapter à ses besoins. Mon parcours a été de plus en plus facile du moment que j'ai franchi l'étape du secondaire. Au cégep, c'était déjà beaucoup plus facile parce que d'abord, j'étais plus habile à expliquer aux gens le problème et les solutions à y apporter. J'avais déjà beaucoup plus d'expérience, plus de maturité, j'imagine. Il faut trouver des moyens de se débrouiller, puis il faut surtout constamment se bâtir un réseau d'aide autour de soi qui va nous permettre d'aller chercher un peu de soutien là, pour des corrections, des choses comme ça peut être utile. Puis l'autre aspect, c'est de ne pas cacher cette situation-là à nos interlocuteurs. Quand j'ai des relations d'affaires, si je peux dire, avec des gens dans mon lieu de travail, je leur dis, bon, vous offusquez pas, vous allez être en mesure de lire, mais j'ai de la dyslexie. Puis jusqu'à maintenant, ça a très bien passé. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais être zoologiste ou biologiste. Oh! Ça demande beaucoup d'études? Oui. C'est sûr que j'ai des moins bonnes notes, mais moi, je mets tout ce que je peux dessus, puis je persévère, puis c'est ça. Qu'est-ce qui l'encourage, Philippe? Ses rêves. Il rêve, puis... Et il a raison de rêver. Comme si à 12 ans, on pouvait décider qu'est-ce que quelqu'un allait faire ou pas. Les gens différents ont fait de grandes choses. Des dyslexiques célèbres, il y en a plein. Je peux pas croire qu'en 2007, on n'est pas capable de tendre les mains à des enfants qui ont autant de potentiel. Des dyslexiques célèbres, il y en a effectivement. On pense entre autres à Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, ou encore à Agatha Christie, auteur célèbre de près de 100 romans. Comme Alexandre et Philippe qu'on a vu dans le reportage, s'il y a une chose que les enfants dyslexiques apprennent, c'est bien la persévérance. Et on croit aussi que le fonctionnement différent de leur cerveau leur donne beaucoup de créativité, ce qui fait qu'ils se distinguent souvent comme artistes, scientifiques et même en affaires. Il n'y a pas au Québec de programme de dépistage de dyslexie dans le réseau scolaire.
Il revient donc aux parents de chercher, de poser des questions et surtout de trouver des solutions pour venir en aide à leurs enfants, parce qu'elles sont en ce moment nettement insuffisantes. Il y a même en ce moment, devant les tribunaux, un recours collectif demandant que la dyslexie soit reconnue comme un handicap et que des programmes de dépistage et d'aide à l'apprentissage soient offerts dans le réseau scolaire. Notre remède de grand-mère la semaine dernière vous montrait comment vous débarrasser d'un moustique qui avait eu la mauvaise idée de se loger dans votre oreille. Eh bien, cette semaine, on vous dit quoi faire s'il vous a piqué. Et on ne parle pas ici d'un vulgaire maringouin, là. C'est un remède de grand-mère qui nous vient du lac Saint-Jean. Et là-bas, à ce qui paraît, les maringouins sont gros comme ça. Non, comme ça. Oh! T'as vu, Michel? Il y a un maringouin sur ma tarte au bleuet du lac Saint-Jean. Mais c'est terrible! On est allé au bleuet l'autre jour, ici au lac Saint-Jean. Les maringouins sont gros. Il faut qu'ils se mettent à genoux pour nous piquer dans le front. Tu sais bien que les enfants, ils étaient pleins de piqûres de maringouins. Fait que quand je suis revenue, j'ai sorti mon bicarbonate de soude, mon eau, j'ai brassé ça, puis là, j'ai fait une petite pâte, puis je leur ai mis ça sur les piqûres. Ça pique. Ça fait du bien. Ils étaient contents. Ça prend pas grand-chose. Du bicarbonate de soude, puis de l'eau. Salut! C'est sûr que la meilleure solution pour éviter d'avoir des problèmes de démangeaison dus aux piqûres de moustiques, c'est d'éviter de vous faire piquer. Mais si vous êtes mal pris, il serait possible que le bicarbonate de soude puisse vous aider. C'est un agent alcalinisant qui pourrait neutraliser certains venins acides, comme celui des fourmis, par exemple, et apaiser une irritation locale. Il serait donc logique de penser que ça puisse fonctionner pour les piqûres de maringouins. Comme le chante si bien Clémence Desrochers, vivre sa ménopause n'est pas chose facile pour bien des femmes, principalement à cause des bouffées de chaleur qui peuvent empoisonner la vie. Et justement, une téléspectatrice a une question à nous poser à ce sujet. Je pense que j'ai peut-être commencé ma préménopause parce que j'ai parfois des chaleurs, surtout la nuit. J'aimerais bien savoir si on peut prendre quelque chose pour se soulager. Je vis ma ménopause. 85% des femmes en ménopause vont avoir ce phénomène de bouffée de chaleur-là. À quoi c'est dû, les bouffées de chaleur? Bien, c'est dû, on pense que c'est le centre thermorégulateur dans le cerveau qui est influencé par différentes hormones, donc principalement les hormones associées avec la sécrétion ovarienne, les estrogènes. Et on sait que définitivement, il y a un lien entre la privation d'estrogène, le manque d'estrogène et les bouffées de chaleur. Au-delà des bouffées de chaleur, quels sont les autres symptômes de ménopause? Associés avec ces bouffées de chaleur-là, bien, on peut les avoir la nuit. Et là, ça va être associé avec de l'insomnie. On peut avoir des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire qui vont se rajouter avec tout ça. Et c'est tout ça qui fait partie de la symptomatologie, principalement associée avec le centre thermorégulateur et les bouffées de chaleur. Je vis ma ménopause, c'est naturel, c'est normal et ça fait pas mal de voir. Est-ce qu'il y a des traitements pour les soulager? L'exercice est une bonne source. On sait que c'est associé aussi avec un indice de masse corporelle élevé. Donc, encore une fois, si on est capable d'aller avec des bonnes habitudes de vie, diminuer le poids corporel, aller dans un programme d'exercice, on va diminuer la symptomatologie. Plus spécifiquement, on sait que c'est relié avec donc, le manque d'hormones et peut-être que la première thérapie va aller dans ce sens-là, avec une hormonothérapie de remplacement qui va corriger le déficit hormonal en estrogène. On peut retrouver l'équilibre et puis faire disparaître les symptômes. C'est extrêmement efficace, c'est probablement la thérapie la plus efficace. Je suis la chanteuse en chaleur qui habite l'île des soirs. Il y a
les risques associés avec l'hormonothérapie, on sait qu'actuellement, les risques principaux sont au niveau vasculaire. Les risques de thrombose, de thrombophlébite, de formation de caillots donc dans les veines, dans les artères. Et ces complications-là peuvent être associées avec une augmentation du risque thrombophlébite, embolie pulmonaire et même d'infarctus du myocarde. Et donc, au niveau de l'hormonothérapie, il faut être très prudent lorsque l'on regarde et on balance les risques par rapport aux bénéfices. On sait que les effets secondaires néfastes de l'hormonothérapie n'ont pas été décrits pour une hormonothérapie qui était de moins de 5 ans. Donc, pratico-pratique, si les symptômes le justifient, on va commencer une hormonothérapie et on verra si on peut la continuer. Et après 2 ou 3 ans, on va tenter un sevrage graduel et voir si les symptômes sont encore là et si l'indication est encore là au niveau de l'hormonothérapie. Quels autres médicaments dans le traitement sont disponibles? Dans les produits maintenant en médecine qui sont les plus prometteurs, les produits non hormonaux, on parle ici des antidépresseurs. Et ici, on a vraiment peut-être la classe de médicaments qui est la plus prometteuse. On fait justement actuellement des protocoles de recherche en cours qui vont regarder ces effets de médicaments dans les bouffées de chaleur et qui sont très prometteurs parce qu'on n'aura pas les effets secondaires associés avec l'hormonothérapie, puis on contrôle l'effet vasomoteur de façon très significative. Au-delà des médicaments, quels sont les autres traitements? Alors, une alternative qui est importante et pour laquelle il y a beaucoup de produits sur le marché, c'est l'alternative utilisant donc des produits de santé naturelle. Alors, dans ces produits de santé naturelle, il y en a un, si vous voulez, qui tient la haute part du marché, pour lesquels donc, il y a des données probantes dans l'efficacité, c'est les isoflavones qui sont extraits du soja. Et ceci vient d'observations, justement, chez les femmes asiatiques, pour lesquelles donc, les symptômes de la ménopause sont moins marqués que pour les occidentales, bien qu'il y ait certainement d'autres facteurs qui sont en jeu. Les isoflavones du soja, qui sont des phytoestrogènes, on les trouve aussi bien donc, dans le tofu que dans les extraits. Il est certain qu'au niveau de l'alimentation, l'assimilation est plus facile et il faut en prendre tous les jours l'équivalent de 60 grammes. Ça fait à peu près donc l'équivalent de ce morceau de tofu. Pourquoi tous les jours? Tous les jours pour avoir une imprégnation puis une stimulation donc, des récepteurs aux estrogènes de façon continue, pour diminuer quotidiennement donc les bouffées de chaleur. Et dans cette portion de tofu ou de protéines de soja, on doit avoir l'équivalent de 35 à 75 mg par jour de ces isoflavones. Alors c'est sûr que pour contrôler la quantité d'isoflavones qui sont prises, il vaut mieux avoir une préparation dans laquelle c'est indiqué. On a ici 35 mg, 60 mg d'isoflavones, 50 mg d'isoflavones. Et donc là, on peut mieux contrôler la quantité qui est prise quotidiennement. On a d'autres plantes pour lesquelles donc, il y a un effet qui peut être un effet placebo parce qu'il est très important dans le traitement des symptômes de la ménopause. Donc, parmi ces produits, il y a l'acté à grappe noire. Donc, on a ici des extraits d'acté à grappe noire donc, qui présentent un effet potentiel sur les bouffées de chaleur, mais qui est souvent associé à d'autres produits. On a l'angélique de Chine qu'on appelle le donkey. Donc, on utilise la racine qui aurait aussi des propriétés donc, pour diminuer les bouffées de chaleur. Donc, c'est un autre des produits. On a aussi les graines de lin. Et donc, il y a des études qui montrent que l'utilisation ou la consommation journalière pendant une année complète de 40 grammes par jour de graines de lin, donc là on a un paquet de 500 grammes, ça fait pratiquement le 10e du paquet tous les jours, donc diminuait la fréquence des bouffées de chaleur, mais de façon pas tout à fait significative. Et il y a donc un effet de la graine de lin qui en plus donc un effet positif sur la diminution du cholestérol, donc c'est peut-être une alternative qui peut être intéressante. À côté de ça, on a des produits pour lesquels il y a une revendication, comme ici, le millepertuis. Or, le millepertuis a réellement des propriétés d'antidépresseur, mais il n'y en a aucune donnée probante sur les symptômes de la ménopause. Et en plus, donc, le millepertuis, c'est le produit de santé naturelle qui a le plus de contre-indications et le plus d'interactions avec les médicaments. Donc, je pense que celui-là, il faut le sortir du lot parce qu'il n'est pas indiqué. On peut être en ménopause pendant combien de temps? Les symptômes associés avec la baisse hormonale vont durer 2 ans, en moyenne.
Mais on peut être en ménopause toute sa vie et on a vu des patientes centenaires qui avaient encore des bouffées de chaleur et qui pouvaient bénéficier encore de l'hormonothérapie. 20 à 30 des femmes ont recours à l'hormonothérapie pour contrôler les symptômes de leur ménopause, tandis que bien d'autres explorent différentes avenues avant de trouver celle qui leur convient. En un mot, il n'existe pas de solution universelle. Pour ce qui est des hormones, les directives les plus récentes nous disent qu'on peut en consommer sans danger jusqu'à 5 années consécutives, à moins qu'on ait au préalable des facteurs de risque pour certaines des complications qui peuvent y être associées. C'est évidemment une question à discuter avec votre médecin. Cette semaine, Laure Varidel, figure de proue du mouvement environnemental, nous met face à certaines évidences. Notre santé dépend de la santé de notre planète. Et pour elle, toutes les actions, même les plus petites, sont bonnes pour améliorer la situation. Écoutons sa prescription. Quand je dis système de santé, à quoi vous pensez? Centre hospitalier, liste d'attente, urgence, CLSC. Et si notre premier système de santé, c'était la planète? Dans le fond, qu'est-ce qui nous tient vraiment en vie? L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, mais tout ça, ça dépend des écosystèmes puis de leur qualité. C'est tout bête à dire, on l'oublie tous les jours. Pourtant, il n'y aurait pas de vie sur la Terre, il n'y aurait pas d'humains en santé sans des écosystèmes en santé. La science nous le prouve. En polluant l'environnement, on se pollue nous-mêmes. Ce qu'on fait à la planète, on se le fait à nous. Selon le National Cancer Institute, les femmes atteintes du cancer du sein ont un taux de résidu de pesticides organochlorés de 50 à 60 % plus élevé dans les tissus que les femmes en santé. Autre exemple, des études en santé publique se multiplient pour établir des liens entre la pollution atmosphérique et les problèmes respiratoires, notamment des enfants. On sait que les enfants sont de plus en plus atteints de problèmes d'asthme. Chaque jour, il y a 1001 petits gestes qu'on peut poser pour la santé de la planète et donc pour notre santé. On peut choisir des aliments bio, locaux, les moins emballés possibles. On peut recycler, composter. On peut choisir d'utiliser le transport en commun, faire du covoiturage. On peut réduire notre consommation énergétique en général et moins consommer de choses inutiles en particulier. On peut réduire notre consommation de viande, on peut aller vers des aliments moins transformés. Tout ça, c'est des petits gestes qui ont l'air de rien, mais qui, additionnés les uns aux autres, ont un effet sur la planète et ses habitants. Mais respecter la planète, c'est aussi respecter ses habitants. On remarque que dans les pays les plus égalitaires, eh bien, il y a beaucoup moins de problèmes de santé. Alors, ma prescription cette semaine, elle est démocratique. Je vous invite non seulement à poser tous les petits gestes dont on a parlé, mais aussi à aller voter et choisir un gouvernement qui ait à cœur l'environnement et pas seulement dans le discours, mais dans l'action. Et on a tous beaucoup plus de pouvoir qu'on serait porté à croire. Alors, ensemble, on peut l'exercer. Cette semaine, nous vous présentons le portrait de Marie Turcotte. Petite Marie, comme l'appellent affectueusement ses collègues, souffre d'ostéogenèse imparfaite, qu'on appelle aussi maladie des os de verre. C'est une maladie qui affecte la croissance et la solidité des os et qui fragilise énormément ceux qui en sont atteints. Parenthèse ici pour les amateurs de jazz parmi vous, c'est d'ostéogenèse imparfaite dont souffrait l'extraordinaire pianiste Michel Petrucciani. Très jeune, Marie Turcotte a appris à se battre et à mener une vie des plus normales. C'est même devenu sa raison de vivre et c'est aussi ce qu'elle met en pratique à la direction de l'organisme Mexico, un groupe de défense des droits des personnes handicapées. Leur mot d'ordre, « On est content de vous déranger ». Et elle n'a pas peur de le faire. L'ostéogenèse imparfaite, ça, c'est une manque de calcium dans le système osseux. C'est le système osseux qui rejette le calcium, qui a de la difficulté à l'assimiler. C'est congénital, il faut que les deux parents soient porteurs du gène, ce qui fait que les os sont plus fragiles que la moyenne des gens.
puis aussi que les os n'ont pas grandi normalement. Je suis née avec des fractures multiples. Ça fait que même à la naissance, je suis restée 2 mois à l'hôpital. Je suis pas sortie de l'hôpital. Puis apparemment, ça, je m'en souviens pas, mais on m'a dit que juste le fait de me changer ma couche, on pouvait me fracturer. C'était aussi fragile que ça, là. Je viens d'une famille de 7 enfants. Je suis la 6e de 7. Et puis, je voyais mes sœurs, puis mon frère allait à l'école. Puis moi, ben j'allais pas à l'école. Puis, mes parents, ils auraient voulu m'inscrire à l'école du village, mais elle n'était pas accessible, l'école. Puis, on voulait pas non plus que j'aille à cette école-là. Ce qui fait que ma mère m'a montré à lire et à écrire, puis à compter, additionner, soustraire. Pas très loin d'où je demeurais, il y avait une école spécialisée pour personnes handicapées. Là, à ce moment-là, j'avais 12 ans. J'étais là 2 ans à l'école spécialisée, puis après ça, j'ai été intégrée à la polyvalente en classe régulière. Je suis née dans les années 60. On a commencé à parler d'intégration des personnes handicapées à la fin des années 70. Ça fait que c'était comme pas évident. Quand une famille ou un couple avait un enfant handicapé, c'était comme pas évident de penser à l'avenir de l'enfant. Qu'est-ce qui va arriver avec l'enfant quand il va être adulte? Moi, en tout cas, ça me préoccupait beaucoup parce que jeune, je voyais mes sœurs aller à l'école, puis moi, j'y allais pas, puis je savais que s'ils allaient à l'école, c'était pour travailler plus tard. Puis moi, je posais la question, qu'est-ce que je vais devenir après, tu sais, où est-ce que je vais aller? Puis c'est ça. Puis là, quand j'ai commencé à aller à l'école spécialisée, pour moi, c'était vraiment... je voyais ça comme un signe que peut-être je vais pouvoir faire quelque chose, tu sais. Je mettais beaucoup d'espoir là-dedans. Le jour où j'ai été inscrite à Polyvalente, j'ai dit, moi, je vais aller à l'université. Ça, c'était clair. Fait que là, on me dit, attendons de voir, là, mais j'étais décidée, mais aller à l'université, je me disais... Si je peux pas utiliser mes jambes, ben au moins je vais me servir de ma tête. Chez nous, dans ma famille, malgré ma différence, j'avais toujours ma place. J'ai pas été mise à l'écart. Puis là, c'était comme on fait telle activité, ben Marie va suivre. Puis bon, tu sais, qui emmène Marie? Puis il y a quelqu'un qui me pognait. Puis ouais, go, on s'en va. Le milieu familial, c'est ton premier noyau de vie. Ça fait que si on te donne comme message que même malgré ta différence, tu as à avoir ta place comme tout le monde, ben, après ça, ben, c'est ce que tu vas réclamer à l'extérieur. Finalement, j'ai été à l'Université de Sherbrooke en service social. Puis je me disais, ben, tu sais, il y a des injustices. Puis si je peux en faire tomber une coupe, ben tant mieux, tu sais. À l'université, dans le pavillon où j'étais, j'avais accès seulement au rez-de-chaussée. Moi, j'arrivais, là, avec mon horaire. Puis là, ils changeaient tous les locales de place, les cours de place, pour que je puisse avoir tous mes cours au rez-de-chaussée. Mais là, ça mélangeait tous les étudiants. Fait que finalement, les étudiants de mon groupe, ils avaient compris la leçon. À la première journée, quand on commençait une session, ils venaient me voir, ils me disaient, Marie, c'est quoi les numéros de l'écho? Oui, il y avait des obstacles, mais en même temps, il y avait la solution aussi. Marie, qu'est-ce que vous faites si vous voulez aller au 4e? Ah, ben, je m'allonge assez de bras. Des fois, il y a des endroits, c'est vraiment haut. Fait que là, je prends mon crayon, tu sais, là, puis là, ça me fait une rallonge, là. Salut, Adam! Oui, toi? Execo, c'est un organisme qui fait la promotion et la défense des droits des personnes ayant une déficience motrice.
Il y a 26 ans. Il est né vraiment au tout début où on parlait d'intégration des personnes handicapées. Et on s'occupe de plusieurs dossiers, donc l'accessibilité universelle, l'habitation, le transport, santé et services sociaux et tout ce qui est soutien à domicile. Bon, ben moi, j'ai une réunion à la Ville de Montréal, puis là, j'ai su que notre projet d'accessibilité universelle continue toujours. Puis on a toujours 1 million au PTI pour faire des travaux d'accessibilité. Il y a un beau projet qui consiste à rendre le réseau piétonnier plus accessible. Comment concevoir le réseau piétonnier pour qu'il soit sécuritaire et fonctionnel pour tous, incluant les personnes handicapées. On sait que la tendance, c'est que le taux de personnes ayant des limitations fonctionnelles est à la hausse, notamment à cause de la population vieillissante. Pour Montréal, ça signifie 19 de la population qui a des limitations fonctionnelles. Donc, c'est quand même un taux important, là. Savez-vous que dans le Code de construction, il y a une partie qui porte sur des exigences en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées, mais dans le Code, il n'y a aucune mesure qui prévoit des normes minimales d'accessibilité à l'intérieur des logements. Ce qui fait qu'on peut construire des immeubles à logement, qui fait que la personne ne peut pas rentrer dans la salle de toilette ou dans la cuisine. Tu sais, dans les années 70, mettons, j'allais à l'épicerie avec ma sœur, puis c'était « Ah, la petite infirme », tu sais, c'était ça que j'entendais. Aujourd'hui, tu n'entends plus ça, là. Ou si tu l'entends, c'est très, très rare. Mais oui, je trouve que le regard des gens a changé. C'est pas un regard d'apitoiement, mais plutôt... tu sais, je pense à Chantal Petitclerc. Tu ne vois plus ses incapacités. Ce que tu vois, c'est ses capacités et ses performances qu'elle fait, qu'elle est capable d'accomplir de grandes choses. Tu sais, dans les années 70, là, t'en avais peut-être quelques élus berlus, tu sais, quelques personnes handicapées qui travaillaient, puis c'était vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, tu en vois plus de personnes handicapées qui travaillent dans les milieux réguliers, qui ont différentes formations. Puis ça, pour moi, c'est un signe d'avancement, là. Manger est-il devenu risqué pour la santé? C'est l'angoissante question que pose le site passeportsanté.net dans un tout nouveau dossier en ligne depuis quelques jours. On y apprend que le simple fait de manger peut présenter des risques pour la santé. On nous dit aussi que 55 des gens, lorsqu'on les questionne sur le sujet, sont préoccupés par la contamination chimique des aliments. Or, selon des recherches qui ont été faites, c'est plutôt la contamination microbienne qui serait responsable de la majorité des cas de maladies alimentaires. Sans être alarmiste, on peut tout de même s'inquiéter quand on constate la quantité de pesticides et d'engrais utilisés, la présence croissante des OGM et aussi le fait que de plus en plus nos aliments nous proviennent de l'autre bout du monde, ce qui représente une source de pollution à cause du transport que ça implique et aussi peut-être un facteur de risque de contamination. La question, c'est de savoir comment minimiser tous ces risques. D'abord par des gestes collectifs, en se donnant de meilleures normes d'inspection et d'étiquetage, et aussi par des gestes individuels, en privilégiant les aliments les moins transformés et produits localement. Bref, passeportsanté.net vous offre un dossier complet sur le sujet. Si ce que vous mangez vous préoccupe, nous vous invitons à consulter leur site Internet. C'est déjà tout pour cette semaine. Nous espérons que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Et vous trouverez sur notre site Internet des informations complémentaires à l'émission et des hyperliens utiles. Au revoir et à la semaine prochaine pour la dernière de nos émissions régulières.